Salut à vous les Froggies et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Morpheus et je vous emmène dans l'univers de Star Atlas. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux petits vaisseaux. On va revoir tous les petits vaisseaux qui sont sortis depuis le lancement de la Marketplace. Nous allons les revoir un par un et nous allons voir leurs points forts, vraiment ce qui pour moi fait leur spécificité. Dans la gamme des petits vaisseaux, je vous rappelle qu'il y a 3 paliers. Il y a les vaisseaux extra small, XXS, il y a les vaisseaux extra small, XS et les vaisseaux small. Donc vraiment les small ships, c'est les vaisseaux les plus accessibles dans l'univers de Star Atlas, même si ces 3 paliers, on va dire, ont une grande différence au niveau des prix. On a quelques dizaines de dollars pour les extra small, et puis ça commence à dépasser les 100 dollars sur les extra small, et puis ça monte à plusieurs centaines de dollars pour les small, mais j'allais dire c'est les vaisseaux les plus accessibles. Et puis dans justement ces vaisseaux qui sont proposés par Star Atlas, il y a une grande diversité de rôles, justement, de gameplay qui peuvent être embrassés via ces vaisseaux. Donc nous allons voir ça ensemble. Alors évidemment, comme d'hab, avant de commencer, si tu n'es pas abonné, soutiens la chaîne, c'est facile, tu t'abonnes, tu mets un petit like et puis voilà, c'est fait, tu soutiens Morpheus et Space Froggies dans son avancée, dans ce métavers. Et puis surtout aussi, si tu as envie de suivre d'un peu plus près l'actualité de Star Atlas, je publie beaucoup plus souvent sur mon Twitter. Donc je te mets là le blaze de mon Twitter, il suffit de t'abonner et vraiment je publie en ce moment, enfin ça dépend du temps que j'ai, mais là dernièrement quasiment tous les jours, j'ai une petite publication, une petite news, des petites idées, enfin je partage vraiment des informations enfin que je pense être pertinente. Je suis vraiment à l'affût de ce qui se passe dans l'univers de Star Atlas. Je vous partage aussi mes délires et ce Twitter est exclusivement centré sur Star Atlas, quoi. C'est rare que je mette autre chose. Bon bref, trêve de blabla et allons voir ces petits vaisseaux. Donc le premier vaisseau que nous allons voir, c'est le Pierce X4. Alors oui, les petits vaisseaux, on va les voir, enfin, comment est-ce qu'on va les analyser? On va regarder leurs composantes et on va regarder leurs modules. C'est, on va dire, les data, les métriques qu'on a par rapport à ces vaisseaux. Il faut savoir que les modules et les composantes pourront légèrement changer dans le futur, puisque la team, l'équipe, va les adapter, va les rééquilibrer selon le gameplay pour pas qu'il y ait un vaisseau qui soit trop cheaté, évidemment, ou qui soit, j'allais dire, trop nul par rapport à son prix, par rapport à son rôle, etc. Donc il risque d'y avoir du rééquilibrage dans le futur sur les modules et sur les composantes, il faut le savoir, puisque quand on achète un de ces vaisseaux, souvent on le choisit en fonction justement de ces caractéristiques qu'il a là déjà, enfin de ce qu'on en connaît, et il faut savoir que ça peut bouger dans le futur. Après, la team ne bougera pas d'une manière radicale un vaisseau, c'est-à-dire il gardera, j'allais dire, sa fonction principale, donc ne vous inquiétez pas non plus, il y a eu déjà quelques ajustements sur certains vaisseaux et je trouvais ça assez intelligent de la manière dont c'était fait. Bref, tout ça pour dire également que les vaisseaux dans le futur auront des caractéristiques. Donc ça, on ne les connaît pas encore, mais chaque vaisseau aura des caractéristiques propres, ce qui fait que des vaisseaux qui ont des modules et des composantes identiques, eh bien, ils peuvent se comporter différemment. Ouais. Et ils seront vraiment, justement, ces caractéristiques seront reliées à leur rôle, voilà, puisqu'ils peuvent avoir des composantes, j'allais dire, identiques, mais des rôles totalement différents. Et puis aussi, ils peuvent avoir un niveau de rareté, ils peuvent appartenir à une faction particulière, et tout ça, on retrouvera ça beaucoup plus affiné dans leurs caractéristiques. Et moi, qu'est-ce qui me permet déjà de me projeter, de me faire une idée de quelles pourraient être ces caractéristiques selon ces différents vaisseaux? Eh bien, c'est la description qui est rattachée à chacun de ces vaisseaux. Et je pense que souvent, on ne fait pas assez attention à ces descriptions, quoi. On le prend vraiment comme quelque chose d'informatif, juste pour se mettre dans l'ambiance du vaisseau. Mais en fait, quand on regarde bien les descriptions, il y a plein d'informations dedans qui peuvent vous donner une idée, j'allais dire, de ces futures caractéristiques et de ces futures spécificités qu'on pourra retrouver sur ces différents vaisseaux. Donc nous allons nous attacher beaucoup à regarder ça également. Donc on rentre dans le vif du sujet avec les vaisseaux les plus petits, les XXS, les vaisseaux entrée de gamme à plusieurs dizaines de dollars, et on commence par le Pierce X4, ce jetbike, cette moto de l'espace, qui je le rappelle peut aussi faire des voyages interplanétaires, même ces espèces de jetbikes, toutes ces motos peuvent aller dans l'espace, ok ? Donc le Pierce X4, quel est pour moi vraiment, je vais dire, ce qui le distingue? Eh bien, c'est le fait qu'il a 4 points d'emport pour armement. Voilà, 4 points d'attache pour armement. Ce qui est en correspondance, je veux dire, en adéquation avec le fait que c'est un fighter.
Et ce qui, par exemple, le différencie avec d'autres vaisseaux qui ont la même taille que lui, d'autres XXS, puisque si on prend par exemple l'Opal Jet ou le Unibomba, eh bien, ils n'ont pas autant de points d'emport pour armement que le X4. Donc le X4 en a 4 et c'est vraiment ça qui, à mon sens, le différencie. Donc quelqu'un qui voudrait développer un gameplay vraiment focus sur le combat, eh bien, il aura tout intérêt à aller vers le Pierce X4, en tout cas actuellement sur ce qu'on a sur le marché, hein, puisque ça va être un vaisseau très orienté combat. Alors, ce qui est aussi intéressant, justement, c'est de regarder la description. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est indiqué qu'il sera livré de série avec un peu d'espace de transport. Voilà. Donc, ça ne sera pas grand-chose, mais il y a un peu d'espace de transport sur ce vaisseau. OK? Ensuite, on passe à l'Opal Jet. Voilà. Et l'Opal Jet, eh bien, bon, non seulement je le trouve vraiment super beau esthétiquement, hein, il est fait par Sarah McCulloch qui s'inspire beaucoup des insectes, mais vous allez voir que quand on regarde, enfin, il y a beaucoup de vaisseaux, on peut voir vraiment une inspiration du monde animal dedans, et notamment des insectes. Donc, l'Opal Jet, quelle est pour moi, on va dire, sa caractéristique fondamentale la plus intéressante? Eh bien, c'est qu'il a un module de fuel. Il embarque un module de fuel, alors certes de taille XXS, hein, mais ce qui correspond à la taille de ce vaisseau, mais quand même, il embarque un module de fuel et ça, voilà, avoir du carburant supplémentaire, ça pourra être intéressant justement pour voyager entre les différentes planètes, bref, pour se balader dans l'espace. Vous voyez bien l'idée. Alors l'autre chose ensuite, c'est justement, on regarde la description et là, qu'est-ce qui moi m'interpelle dans la description? C'est qu'il est indiqué bloc moteur surdimensionné pour une vitesse fulgurante. Voilà. Donc au-delà du fait que si on se penche sur ces composantes, hein, je vais jeter un œil là sur ce tableau comparateur qui est édité par le club, qui est vraiment génial, hein, vous pouvez voir facilement, enfin comparer facilement les composantes entre les vaisseaux que vous souhaitez. Et là, par exemple, si on regarde l'engin, enfin le moteur, hein, si on regarde au niveau du Impulse Engine, c'est-à-dire du moteur à impulsion, on voit que finalement, les vaisseaux XXS qui sont présents actuellement sur la marketplace ont tous des modules de la même, des composantes pardon, de la même taille, quasiment, sauf le Airbike. Mais sinon, vous voyez qu'ils ont tous un moteur à impulsion de taille XXS. Et là, c'est là où justement ces descriptions sont intéressantes et où donc quand dans la description de l'Opal Jet, eh bien, on peut lire qu'il a un bloc moteur surdimensionné pour une vitesse fulgurante, on peut se dire que par la suite, au niveau des caractéristiques, eh bien, il va par exemple aller plus vite qu'un X4, même s'ils ont j'allais dire, une composante moteur qui est de la même taille. Donc voilà, donc pour l'Opal Jet, pour moi, ça serait la vitesse et le fait qu'il embarque du carburant supplémentaire, voilà ce qui colle, hein, évidemment. Ensuite, on regarde le Finbull Airbike, hein, et puis donc là, vous l'avez vu quand on a regardé le tableau de comparaison, que le Finbull Airbike, lui, il a un moteur à impulsion de taille XS. Donc légèrement plus gros hein, que tous les autres vaisseaux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand on regarde ce vaisseau avec, voilà, grosso modo, ce vaisseau, c'est un moteur avec un guidon, quoi. Donc c'est vraiment un truc de biker, il est vraiment super sympa. Alors bah, l'un de ses avantages, c'est également le prix, hein, c'est vraiment le vaisseau actuellement le moins cher du marché. Hein. Le prix de lancement, c'était 15 $, et puis bon, après ça varie. Hein. Quand je donne les prix, c'est toujours les prix de listing. Hein. Après, évidemment, le prix du marché, il est différent. En ce moment, il est beaucoup plus bas. Mais donc, le Airbike, bah, déjà, c'est son prix. Ensuite, à nouveau, il a un module de fuel, hein, comme l'Opal Jet, ce que je trouve à nouveau intéressant voilà, pour pouvoir avoir plus d'autonomie. Et puis, bon, il est badass, hein. J'ai mis il est badass parce qu'il est vraiment badass. Si vous regardez les images, il est cool. Et par contre, un truc à prendre en compte, c'est qu'il n'a pas d'arme de série. C'est-à-dire qu'il arrive sans armement. Par contre, il est indiqué, mais les points d'attache pour armement pourront être équipés ultérieurement. Ça veut dire que c'est un vaisseau, voilà, vous rajoutez quelques dollars et vous pourrez l'équiper avec de l'armement. Voilà. Donc, mais à prendre en compte que dans le prix, il n'y a pas d'armement au départ de ce vaisseau. Mais Star Atlas, ça va pas seulement être de la baston, il y aura également énormément d'activités civiles ou de la course, enfin plein de choses à faire que de se taper sur la gueule. Donc voilà pour les points forts, le prix essentiellement, et puis le module de carburant, ainsi que le fait qu'il a une composante au niveau du moteur qui est de la taille XS, donc assez grosse, ce qui promet aussi des choses intéressantes. Ensuite, on arrive au Finbull Ecos Unibomba.
Voilà, donc c'est le vaisseau pour l'instant le plus cher parmi les XXS. Donc lui, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? À mon sens, déjà, c'est son niveau de rareté, hein. C'est un vaisseau qui est de rareté épique, donc un vaisseau à 35 $. Et les niveaux de rareté vont en fait traduire également le niveau de difficulté de crafting de ces vaisseaux. C'est-à-dire quelle sera la difficulté pour construire ces vaisseaux dans l'avenir et la difficulté qu'on aura à obtenir les plans, les blueprints de ces vaisseaux. Donc plus le niveau de rareté est haut, et bien plus ça va être difficile d'obtenir les plans, les blueprints, et plus les matériaux, les ressources qu'il faudra pour crafter ce vaisseau seront difficiles également à obtenir. Donc là, ce qui est intéressant justement sur ce Fimbul Ecos Unibomba, c'est que il est de rareté épique, hein. Je rappelle qu'il appartient à la faction des Écosses, hein. Ce sont ces espèces d'éco-terroristes ou ces hippies, voilà, qui sont sûrement pas tous violents et guerriers, mais voilà, c'est cette faction, faction bannie, hein. Ça fait partie des factions bannies, hein. C'est pas une faction qu'on peut rejoindre dès le départ quand on se lance dans Star Atlas, hein. Nous, on doit choisir une des 3 factions, mais par la suite, on pourra également s'y affilier via le gameplay de Star Atlas. Bref, donc je reviens au vaisseau, je ne me perds pas dans les histoires de factions. Donc le fait qu'il soit épique, et puis le fait qu'il embarque une bombe surdimensionnée, comme indiqué dans la description. Donc sur ce petit vaisseau, vous pourrez embarquer une super grosse bombe. Et évidemment, un vaisseau plus petit, il est plus difficile à toucher par les vaisseaux adverses. Et donc, on peut imaginer qu'une horde de ces petits vaisseaux, de ces bikers avec des bombes surdimensionnées qui fondent sur une base pour attaquer, je ne sais pas, une station minière qui justement est en train de pourrir les sols de la planète qu'elle est en train de surexploiter, eh bien, eux, ils arrivent pour la défoncer. Et effectivement, ces petits vaisseaux, ils passeront beaucoup plus facilement entre, par exemple, les défenses anti-aériennes, quoi. Donc, je pense que c'est des vaisseaux qui peuvent être intéressants à jouer comme ça en essaim, quoi, en horde. Donc, voilà, la bombe surdimensionnée, c'est un point fort. Il faut savoir qu'il y en a une, hein, donc à mon avis, après, il faudra sûrement acheter les autres si on veut le réapprovisionner, évidemment. Et donc, il a aussi cette particularité d'avoir un module qui est une soute à bombe. Voilà, ce qui est assez exceptionnel pour un vaisseau de cette taille. Ok, donc voilà, on a fait un peu le tour des XXS, hein. Alors, vous voyez qu'il y a un fighter, hein, un vaisseau de combat, le Pierce X4. Ensuite, l'Opal Jet et puis le Fimbul Airbike, c'est des racers, des vaisseaux de course, hein, mais évidemment qui pourront être adaptés, hein. Voilà, l'Opal Jet, je pourrais très bien l'orienter combat, hein. Parce que je rappelle qu'également, on pourra swapper, c'est-à-dire changer les modules et les composantes et mettre des composantes de qualité supérieure. Donc, j'allais dire, les points d'emport pour armement qu'a l'Opal Jet d'origine, il pourra être remplacé par de l'armement qui est supérieur. Donc, il pourra très bien s'orienter combat. Comme un Pierce X4, je pourrais sûrement aussi améliorer la composante du moteur, de l'Impulse Engine, pour en faire quelque chose de plus puissant et l'orienter vers la course. Vous voyez, il y aura vraiment beaucoup de possibilités à ce niveau-là dans le futur de Star Atlas. Et donc aussi, ça fait, j'allais dire, plein de possibilités pour dépenser l'Atlas et pour justement faire vivre l'économie de Star Atlas. Ok, ensuite on passe au vaisseau XS, hein, donc j'allais dire le palier qui est juste au-dessus. Et là, on va commencer par le moins cher, hein. Je les ai pris, vous avez vu, dans l'ordre croissant au niveau des prix, hein. Je vous laisse regarder sur la marketplace ou sur le comparateur là que je vous ai fait passer. Et là, on arrive sur le Fimbul Lobby. Alors le Fimbul Lobby, hein, cette espèce de voiture un peu old school, hein, et qui est listée à un prix de départ de 60 $, hein, ce qui est quand même super bas pour un XS, je le trouve super sympa. Et alors ce vaisseau, je le trouve vraiment génial. C'est-à-dire c'est un vaisseau entrée de gamme, c'est un peu la voiture du peuple, accessible au plus grand nombre, et c'est un vaisseau qui, à mon sens, va être très très fortement modulable et avec lequel on pourra embrasser une large palette de carrières. Et donc, qu'est-ce que je trouve super pertinent quand je le regarde? C'est que c'est un vaisseau qui a 2 modules. Voilà, pour 60 $, vous avez un vaisseau XS qui a 2 modules. Et si en comparaison, vous regardez l'Opal Jet à 300 $, eh bien lui, il a un seul module. Voilà, vous voyez, c'est un vaisseau beaucoup plus, j'allais dire, luxe, beaucoup plus... Bon, beau, ça dépend du goût des chacun. Moi, je le trouve plus beau, mais voilà, vous voyez. Mais bref, en tout cas, c'est un vaisseau plus classe, plus luxueux, hein. C'est un peu, je sais pas, comme une Lamborghini ou voilà. Et de l'autre côté, le Fimbul Lobby, ouais, bon, ça serait, je sais pas, voilà, une berline bien cool, mais c'est pas, voilà, c'est pas de la voiture haut de gamme, quoi. Mais en tout cas, justement, la particularité, c'est que le Lobby, il a 2 modules, et parmi ces modules, qu'est-ce qu'il a? Un module de carburant, fuel, donc
Vraiment intéressant, toujours pour l'autonomie. Et puis, un module de cargo. Pourquoi? Parce que, vous avez sûrement remarqué, c'est un espèce de taxi. Et donc, dans les modules de cargo, par contre, il faudra distinguer, j'allais dire, deux orientations. À mon avis, les modules de cargo qui seront orientés pour le transport de passagers et les modules de cargo qui seront orientés pour le fret, pour le transport de marchandises. Et donc lui, le Fimbul Lobby, il a un cargo avec cette idée de transporter des passagers, mais en tout cas, ça lui fait deux modules. Et moi, justement, j'imagine que dans le futur, eh bien, on pourra très bien swapper, c'est-à-dire changer ce module cargo passager pour mettre à la place un module cargo fret, c'est-à-dire pour transport de marchandises. Et du coup, le Fimbul Lobby pourra devenir une espèce de petit pick-up, quoi, qui au lieu de transporter des passagers, transporte des marchandises ou être un livreur, quoi. Hein, vous voyez, donc je trouve que c'est justement un vaisseau qui permettra d'aller vers d'autres carrières. Si vous regardez également sa gueule, vous voyez qu'il a aussi une gueule de racer, c'est-à-dire de vaisseau de course. Hein. Moi, ça me fait penser un peu à ces courses de bagnoles américaines, là, comment s'appelle, le Daytona 500, quoi, voilà, avec ses bagnoles. Donc moi, je pense que c'est une bagnole qui pourra être tunée justement pour aller dans le sens de la course. Donc vous voyez, je pense à un vaisseau avec lequel on pourra faire transport de passagers. On pourra aussi, juste pour soi, transport de soi, j'allais dire, pour cruising, quoi, être cool, se balader. Enfin, en tout cas, transport de passagers au niveau des métiers, transport de marchandises, course, et puis, je suppose aussi peut-être combat, quoi. Parce que si vous avez remarqué, à nouveau, sur ce vaisseau, il arrive livré sans armement. Ok? Donc, et dans la description, il n'est pas précisé qu'on pourra l'équiper avec des composantes, enfin avec des points d'emport d'armement, avec des composantes points d'emport d'armement. Mais bon, c'est pas parce que c'est pas indiqué que ça sera pas possible. Je pense que ça sera possible, quoi, franchement. Mais bon, en tout cas, il en a pas quand on l'achète. C'est un vaisseau civil. Et d'ailleurs, le fabricant Fimbul est orienté plus sur les vaisseaux civils, hein, je le rappelle. Hein. Alors, le Fimbul d'origine, parce que tout à l'heure, on a regardé l'Unibomba, qui était Fimbul Écosse, qui est une branche de Fimbul qui s'est un peu détachée, qui est devenue indépendante et qui, justement, est devenue, j'allais dire, le constructeur attitré de cette faction bannie que sont les Icos. Allez, on monte au-dessus, et là, justement, on va arriver, j'essaie de continuer un peu dans l'ordre des prix, et on va arriver sur le Pierce X5. Alors le Pierce X5, moi je le trouve vraiment magnifique. Hein. Et ce vaisseau-là, ses points forts, pour moi il a deux points forts vraiment exceptionnels, dont un qui, je pense que les gens ne voient peut-être pas ce côté-là, qui pourra en faire un vaisseau vraiment super intéressant, qui risque d'être très demandé par la suite. Pourquoi? Donc déjà c'est un vaisseau qui a 6 points d'emport pour armement, okay, 6 points d'attache pour armement. C'est un fighter, on l'a vu. Hein. C'est un vaisseau aussi qui est beaucoup utilisé par la COP, le Council of Peace. Hein. On va dire un peu, c'est l'ONU, hein, c'est un peu les casques bleus ou la police, si vous voulez, dans Star Atlas, et les forces de l'ordre. Et donc c'est un vaisseau qui est beaucoup utilisé par eux, hein, mais pas que. Hein. Évidemment, vous aussi, vous pouvez l'acheter en tant que joueur et en faire ce que vous voulez. Vous pouvez être un pirate avec, si ça vous chante. Bref, mais en tout cas, il a 6 points d'emport pour armement. Donc, il pourra être très bien équipé au niveau armement. Vous voyez, pour ce prix-là, c'est quand même pas mal et ça le distingue d'autres vaisseaux. Hein. Là, maintenant, si à nouveau, on regarde un peu ici le comparateur et qu'on va sur les XS, vous voyez qu'au niveau des points d'emport pour armement, donc le Fimbul Lobby 0, l'Opal Jet 3 et le Pierce X5 6. Hein. Le Pierce X5, ce qui est à moitié prix, en tout cas au niveau du listing, du Opal Jet. Okay, et donc lui, il aura 6 points d'emport pour armement. Donc ça, je trouve ça vraiment génial sur ce vaisseau. Et là où, pour moi, il y a quelque chose de super intéressant à voir sur ce vaisseau. Déjà, moi, je l'adore, hein, ce vaisseau. Donc, voilà. Je l'adore. Mais le truc super intéressant sur ce vaisseau, c'est de lire sa description. Dans sa description, qu'est-ce qui nous saute aux yeux? C'est ce passage-là qui dit que ce vaisseau, il a 4 modes de configuration différentes. Okay, il a 4 modes de configuration. Okay, donc ce vaisseau aura un mode d'attaque avec toutes les armes pointées vers l'avant. Il aura un mode vitesse avec tous les propulseurs pointés vers l'arrière. Vous voyez ces bras là qui sont articulables. Il aura un mode normal avec les armes et les propulseurs répartis à l'avant et à l'arrière, quelque chose d'équilibré. Et puis en quatrième, il aura un mode de défense avec tous les bras rétractés pour former une carapace défensive, une espèce de tortue, là, vous voyez, un peu comme ces techniques romaines, là, quand les Romains mettaient tous leurs boucliers là, collés
au-dessus de leur tête, là, ça faisait, et puis devant, et ça faisait une espèce de carapace, et c'était le char de l'époque, quoi. Et donc, je trouve que c'est super intéressant, ces 4 modes de configuration, et je pense qu'on le retrouvera justement dans le futur au niveau des caractéristiques. C'est là où ça va ressortir. Là, je pense que c'est un vaisseau qui passe un peu inaperçu. Alors, il y en a un qui l'aime pour son esthétique, hein. Moi, vraiment, c'est un vaisseau que je kiffe, hein. C'est un des premiers vaisseaux qui est sorti dans Star Atlas, hein, avec le Pierce X4 et l'Opal Jet. Et l'Opal Jet Jet, c'est vraiment les 4 premiers vaisseaux qui sont sortis, en tout cas dans les petits. Et moi, je le trouve vraiment super beau, super badass. Et justement, ces 4 modes de configuration, mais je trouve que ça en fait un vaisseau exceptionnel, quoi. Je trouve que ça en fait vraiment, vraiment un vaisseau exceptionnel, hein. Et puis, si on regarde au niveau des modules, bon, il n'est pas super riche, mais vous voyez qu'il a à nouveau un cargo, c'est-à-dire un espace de transport, quoi. Okay. Alors, on verra ce qu'on pourra en faire de cet espace de transport, hein. Voilà, ça peut aussi être, je ne sais pas, hein, je peux faire convoyeur de fond, hein. Je suis convoyeur de fond. Eh bien, peut-être ce vaisseau pourra se prêter pour être convoyeur de fond. Tu ne pourras sûrement pas embarquer des tonnes de marchandises, mais tu pourras embarquer, je ne sais pas. Alors évidemment, je pense que dans Star Atlas, on est sur de la monnaie numérique dans ce futur, évidemment, mais tu pourras embarquer, je ne sais pas, des métaux précieux, des bijoux. Enfin ouais, moi je vois bien pour faire par exemple convoyeur de fond, ouais, cool. Ou alors moins cool, justement, pour faire une racaille, un bandit ou quoi, aussi un pirate, ça sera un vaisseau qui sera super cool, quoi, qui sera vraiment super intéressant. Ok, allez, on continue, et on continue justement avec l'Opal Jet Jet. Voilà. Alors une voiture qui a grave de la gueule, là pareil, c'est vraiment un vaisseau que j'adore au niveau de son esthétique, et ce vaisseau-là, vraiment, la chose la plus pertinente au niveau de ce vaisseau-là, elle ne se trouve pas tant dans ses modules et dans ses composantes. Vous voyez qu'il n'y a rien de dingue, hein, si on regarde là, mais l'élément le plus pertinent se trouve dans la description. Et dans la description, c'est ce passage-là qui dit « Souvent considéré comme le vaisseau de course 2 places modifiable le plus rapide ». Et plus loin, il a ajouté qu'il a un bloc moteur massif. Donc vous voyez, hein, le vaisseau de course 2 places modifiable le plus rapide, il est considéré comme la bagnole la plus rapide, quoi, quand même. Et donc c'est ça que je pense qui va se retrouver au niveau des caractéristiques, qui fait que même si l'Impulse Engine est de taille identique à un autre XS, eh bien, il sera largement supérieur au niveau de sa vitesse. L'Opal Jet Jet, ça sera une bombe, quoi. Ça sera une bombe, ça sera une Lamborghini, une Ferrari, ça sera quelque chose qui aura une Mustang, ce que tu veux, qui envoie du lourd de chez lourd, quoi. Donc vraiment, c'est là où vraiment toutes ces descriptions, ce que je vous ai dit par rapport à la description, voilà, trouve toute sa pertinence. C'est au niveau, on le voit là justement sur l'Opal Jet Jet. Et en plus, j'allais dire, également dans cette phrase, ce que je trouve qu'il est intéressant de prendre en compte, c'est qui est indiqué modifiable, hein. Le vaisseau de course 2 places modifiable. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura encore d'autres possibilités d'ouverture, d'autres ouvertures, c'est-à-dire que peut-être qu'au niveau de la configuration des modules, il offrira des possibilités que d'autres n'offrent pas. Parce que je vous rappelle que justement dans cette idée où on pourra swapper les modules, c'est-à-dire changer le module d'un vaisseau pour en mettre un autre, on ne pourra pas mettre n'importe quoi dessus, hein. C'est-à-dire, je ne sais pas, sur un vaisseau qui est un vaisseau de transport, vous ne pourrez pas mettre un module qui est une soute à bombe, quoi. Hein, voilà. Donc il faudra aussi que ça soit cohérent, j'allais dire que les modules qu'on mette dessus soient cohérents avec ce vaisseau. Et là, peut-être, cette petite annotation qui dit modifiable, eh bien peut-être que ça veut dire qu'il aura une plus grande versatilité quant aux possibilités de changement au niveau des modules. À voir, à suivre. Mais en tout cas, le plus pertinent pour moi, c'est qu'il est considéré comme le vaisseau de course le plus rapide, et on précise bien qu'il a ce bloc moteur massif caractéristique. Voilà. Donc, là, on a terminé sur les XS et on va passer à la dernière gamme, au dernier palier des small ships qui sont les vaisseaux de taille small. Et donc dans les vaisseaux small, on va commencer par l'Ogrika MiC. Alors le fabricant de vaisseaux Ogrika, hein, c'est un fabricant luxe, hein, qui fait toujours des trucs avec des dorures un peu partout, hein. Je rappelle que Ogrika, en tout cas la marque Ogrika est fabriquée par les Punab, hein, donc ce peuple extraterrestre qui fait partie de la faction Oni, les Punab, hein, ces espèces de raccoons là, hein, vous voyez raccoon dans les Gardiens de la Galaxie, quoi. Donc moi je les vois un peu comme ça, quoi. C'est un peu ce style là, quoi. Ils sont tout petits là, mais
Et voilà, et donc ils ont ce fabricant, c'est eux qui fabriquent la marque Ogrika, quoi. Et ils aiment bien le luxe, ils aiment bien les trucs ostentatoires, le confort, etc. Et ça se retrouve sur leur vaisseau, et ça se retrouve même sur un vaisseau de combat comme l'Ogrika MiG, quoi. Si vous regardez l'intérieur de ce vaisseau, c'est un fighter, c'est un chasseur de combat, mais en même temps, à l'intérieur, voilà, c'est du 5 étoiles, quoi. C'est un palace, quoi. Le truc, c'est un palace. Alors, là, si on regarde maintenant au niveau de ses spécificités, de ce que moi je trouve pertinent sur ce vaisseau, eh bien tout d'abord on peut aller jeter un œil sur les modules, hein. On voit qu'il y a un module de carburant et un module de munitions, hein, fuel et ammo, hein. Donc bon, ça me semble évident, les ammo, les munitions pour un fighter. Le carburant à nouveau c'est un petit plus au niveau de l'autonomie, mais les choses les plus intéressantes au niveau de ce vaisseau à nouveau se trouvent dans la description. Okay. Et dans la description, qu'est-ce que je lis? Je lis: le MiC est un petit chasseur de combat agile et mortel qui fend l'air. Qui fend l'air, il y a aussi l'idée de vitesse, vous voyez bien. Le vrombissement caractéristique de ce chasseur rusé, hein, à nouveau, ça nous emmène à quelque chose de, pour moi, d'agile, hein, peut être perçu. Alors, je reprends parce que là, je blablate au milieu chaque fois. Le vrombissement caractéristique de ce chasseur rusé peut être perçu juste quelques secondes avant qu'il ne fonde sur sa proie. Et là, justement, à nouveau, on a cette idée de vitesse, on a cette idée de rapidité que l'on retrouve au niveau de ce vaisseau et qui, justement, se retrouvera sûrement au niveau de ses caractéristiques. Qui fait que même si c'est un vaisseau là qui ne se distingue pas par, j'allais dire, un bloc moteur différent des autres, ça se distinguera après, à mon avis, au niveau des caractéristiques. Et l'autre truc à regarder sur ce vaisseau, c'est qu'il a une plateforme de missiles et un système de contre-mesure qui est de taille XS, donc très très petit par rapport aux autres vaisseaux. Et ça, pour moi, ça sous-tend encore cette idée que c'est un chasseur agile qui va être plus dans l'esquive que dans l'idée de déployer, j'allais dire, son équipement de contre-mesure pour éviter justement les missiles adverses. Donc il sera plus dans cette idée d'agilité et d'esquive. Donc pour moi, ça accentue encore cette idée que c'est vraiment un vaisseau qui va être super maniable, super agile. Voilà. Allez, maintenant on va continuer sur les small ships avec le Tufa Faced, hein, un de mes vaisseaux favoris. Pour ceux qui me connaissent, ils savent bien que c'est un de mes vaisseaux favoris, le Tufa Faced. Donc lui, c'est un vaisseau absolument exceptionnel, hein, absolument unique, hein. Ça fait partie de ces, en tout cas de ces fabricants de vaisseaux ultra rares, à l'image du fabricant Rainbow, hein, qui est le fabricant des Photolis, en tout cas d'une certaine frange des Photolis qui fabrique justement la gamme des vaisseaux Rainbow. Et bien ici, nous avons la faction des Tufa, hein, ces êtres métagéniques, ces êtres de pierre qui vivent dans la zone du cataclysme, qui produisent les vaisseaux Tufa. Hein. Et donc les vaisseaux Tufa, ici nous avons le Tufa Faced, et en fait le Tufa Faced, c'est simplement un Tufa qui a pris la forme d'un vaisseau, et du coup il est appelé Faced, et on l'appelle un Tufa Faced. Donc le Tufa Faced, ce petit vaisseau de combat, ce petit chasseur de combat, quels sont ses grands avantages? Quelles sont, selon moi, les spécificités qui en font, qui lui donnent toute sa valeur? Eh bien, avant tout, j'allais dire, le côté unique et exceptionnel que ce vaisseau a, c'est sa technologie de camouflage. Hein. En effet, vous avez vu que c'est un vaisseau qui peut se camoufler, prendre la forme d'un astéroïde, et c'est vraiment absolument unique dans tous les vaisseaux que nous avons sur la marketplace, puisque nous avons des vaisseaux furtifs, hein, comme deux vaisseaux de la gamme Vesus, l'Opod et l'Embwe. Maintenant, nous avons également le Busan, hein, et le fabricant Busan qui, dans son ensemble, va nous proposer une gamme de vaisseaux furtifs, mais un vaisseau qui se camoufle, qui se transforme en morceaux d'astéroïdes, en morceaux de roches, eh bien, il n'y en a qu'un, et c'est le Tufa Faced. Donc c'est vraiment là, pour moi, l'une de ses grandes forces. Ensuite, il a d'autres avantages, et non moins négligeables. Et parmi ces avantages-là, eh bien, si on regarde du côté des composantes, on s'aperçoit qu'il fait partie des très rares vaisseaux qui ont deux propulseurs de manœuvre, hein, des maneuvering thrusters, hein, deux propulseurs de manœuvre. Il a deux composantes à ce niveau-là, et il n'y a que 3 vaisseaux actuellement dans la marketplace, ou attendez, ou 4 peut-être, oui 4 je crois dans la marketplace, qui actuellement
ont deux propulseurs de manœuvre. Donc c'est ce qui va donner, j'allais dire, un peu l'agilité, la fluidité du vaisseau également, sa capacité à manœuvrer dans des situations particulières, quoi. Que ça soit à vitesse lente pour venir s'arrimer quelque part ou que ça soit à vitesse plus rapide. Alors c'est pas les seules choses qui vont déterminer la maniabilité et l'agilité d'un vaisseau, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir aussi des caractéristiques et j'avais justement posé la question à un des développeurs du jeu de Star Atlas et il m'avait répondu non, il y a aussi des caractéristiques, donc ces caractéristiques que nous allons découvrir plus tard qui vont aussi influer sur l'agilité et la maniabilité du vaisseau. Mais en tout cas, le fait d'avoir deux propulseurs sera obligatoirement un plus, quoi, et pourra justement amener des vaisseaux qui sont déjà agiles encore plus au-dessus de la mêlée, quoi, se distinguer des autres. Donc il a deux propulseurs de manœuvre, et comme je vous disais, il n'y a que 3 autres vaisseaux, donc ils ne sont que 4 vaisseaux en tout, à avoir deux composantes propulseurs de manœuvre. Avec lui, il y a également le Rainbow Home et le Rainbow Arc, donc 2 vaisseaux de la technologie Photoly. Je me fais manger par un moustique. Ok. Allez, réincarnation. Et donc Rainbow Home, Rainbow Arc. Et puis le troisième, alors là, c'est un peu plus surprenant, mais en même temps, on comprend, enfin c'est logique, c'est le Calico Evac. Donc c'est le vaisseau de sauvetage du fabricant Calico qui lui aussi a 2 propulseurs de manœuvre. Donc vous voyez, il n'y a que 4 vaisseaux avec le Tufa Faced qui ont 2 propulseurs de manœuvre sur l'ensemble des vaisseaux de la marketplace. Et là, je compte aussi les vaisseaux justement de taille moyenne, voilà, ou des vaisseaux plus grands. Là, vraiment, dans les vaisseaux small, il n'y a que le Tufa Faced qui soit aussi maniable. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on s'attendrait par exemple que le Rainbow Chi soit également doté de 2 composantes, de 2 propulseurs de manœuvre, et non, il n'en a qu'une. Donc voilà. Alors après, comme je vous disais, peut-être que les choses vont évoluer dans l'avenir, les choses sont sujettes à mouvement, je vous ai expliqué. Mais actuellement, en tout cas, pour moi, ça fait une de ses très grandes forces, c'est qu'il a 2 propulseurs de manœuvre, et ensuite, encore au niveau des composantes, il a un moteur à impulsion, un Impulse Engine de taille M. Et là aussi, ils sont rares, les small ships, à avoir un moteur à impulsion de taille M. On va aller regarder ça. Il me semble qu'il n'y a que qu'est-ce que je voulais dire? Le Fimbul Up. Voilà, le Fimbul BIOS Up. Si je regarde le Fimbul BIOS Up, effectivement... Ah, il y a aussi le Rainbow Chi, voilà. Ils sont que 3, donc Tufa Faced, Rainbow Chi et Fimbul BIOS Earp, à avoir des moteurs à impulsion, donc en fait leur moteur, voilà, leur moteur principal, qui soit de taille M. Donc à nouveau, c'est l'une des forces du Tufa Faced, c'est non seulement d'avoir deux propulseurs de manœuvre, mais également d'avoir donc un moteur à impulsion de taille M. À côté de ça, d'autres avantages, alors d'autres avantages qui sont plus, j'allais dire, reliés directement au Tufa, et c'est que actuellement sur le marché, il n'y a que 2 vaisseaux de la gamme Tufa. Donc c'est pour l'instant le constructeur le plus rare sur la marketplace quand on prend la GAO 1 avec tous les vaisseaux qui sont sortis et la GAO 2 avec les vaisseaux qui vont sortir cette année, et bien sur l'ensemble de ces vaisseaux, donc là jusqu'à la fin de l'année en tout cas, il n'y aura que 2 vaisseaux du fabricant Tufa, donc c'est vraiment le vaisseau le plus rare, sachant que l'autre vaisseau du fabricant Tufa, c'est un vaisseau, voilà, c'est un gros vaisseau, c'est un commander ship, donc c'est un vaisseau qui va aller chercher autour des 100 000 $. Donc on est sur autre chose, quoi. Donc dans les vaisseaux qui sont accessibles, il n'y a qu'un Tufa, et donc sa rareté en fait pour moi aussi un atout, d'autant plus que je vous rappelle que les Tufa, eux, résident dans la zone du cataclysme. Donc la zone du cataclysme, c'est vraiment la zone centrale de l'univers de Star Atlas, de toute la map de Star Atlas. Il y a cette zone du cataclysme qui est au centre. Je ne vais pas revenir sur le lore. Vous pouvez trouver ça sur mon site, un peu cette histoire du cataclysme, qui est vraiment à l'origine finalement de l'histoire de Star Atlas. Enfin, de l'histoire que nous, en tant que joueurs, nous allons commencer à vivre et à écrire. Et donc les Tufa, on dit que c'est les gardiens de cette zone du cataclysme. Donc la zone du cataclysme se trouve dans la zone à haut risque. C'est une partie en fait de la zone à haut risque. Vous avez ces 3 zones, zone de sécurité, zone à risque modéré et zone à haut risque. Donc c'est les régions les plus lointaines, les zones à haut risque. Et dans le lointain du lointain, il y a encore plus lointain, et c'est le secteur du cataclysme, justement, cette place centrale, enfin cet espace central. Et
et c'est les Tufa qui sont les gardiens. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le secteur dans lequel on va déployer le gameplay le plus tard. Hein. C'est vraiment, c'est l'un des derniers gameplays à mon sens qui va arriver. Ça va être celui de la zone du cataclysme, puisqu'on va commencer, enfin Star Atlas va commencer à déployer le gameplay dans la zone de sécurité, puis la zone à risque modéré petit à petit, puis ensuite les secteurs à haut risque au fur et à mesure qui vont s'enfoncer jusqu'au cœur de Star Atlas. Et donc c'est vraiment le dernier secteur qu'on va, dans lequel on va jouer. Et donc c'est aussi la dernière faction avec laquelle on va vraiment rentrer en contact de manière plus, voilà, plus profonde. Et donc ça veut aussi dire que c'est les blueprints qu'on débloquera sûrement en dernier. Donc les plans de fabrication pour pouvoir crafter les vaisseaux. Donc à mon avis, ça va être parmi les vaisseaux qui vont être les plus compliqués et les derniers à pouvoir être craftés. Voilà, les plus lointains en tout cas dans le temps, avec la gamme de vaisseaux Rainbow. Donc ça en fait un atout non négligeable à mon sens, cette rareté, cette exception et puis voilà quoi, c'est cette relation au blueprint. Là, le dernier truc que je peux rajouter sur le Tufa Face qui me semble intéressant, c'est qu'il embarque un module. Alors il n'a pas beaucoup de modules, hein, il a un seul module. Voilà, bon, il ne peut pas tout avoir, hein, vous avez vu, il a déjà pas mal de trucs. Eh bien, il a un mess hall, c'est-à-dire voilà, un mess des officiers, en fait, un espace où l'équipage peut se retrouver. Et on sait que le mess hall va donner des bonus au niveau du voyage, quoi. Au niveau du voyage spatial, des voyages longue distance. Ça va jouer sur le moral de l'équipage, sur la cohésion de l'équipage, même si là, sur le Tufa Face, il n'y a que le pilote et le copilote, mais ça va jouer justement sur leur moral et sur la cohésion. Enfin, donc ça va augmenter les performances du vaisseau d'avoir un mess hall quand on est voilà, quand on est en mer, j'allais dire, quand on est dans l'océan cosmique depuis un long moment. C'est pas le seul vaisseau à avoir un mess hall, hein, mais je voulais juste préciser ça sur le Tufa Face. Allez, je passe au suivant. Je me suis beaucoup attardé sur celui-là parce que je l'aime beaucoup. Et puis là, on arrive au Fimbul BIOS Up, dont je parlais tout à l'heure. Hein. BIOS, ça veut dire Build Your Own Ship, construis ton propre vaisseau, parce que c'est un peu des vaisseaux qui sont rafistolés ou avec différentes composantes de différents fabricants. Hein. Donc ce Fimbul BIOS, là, le fabricant BIOS. Alors à nouveau, vous avez vu Fimbul, hein. À nouveau, c'est une branche du Fimbul principal, celui qui en fait est agnostique, quoi, c'est-à-dire celui qui est neutre, celui qui commerce librement avec les trois factions de la COP. Eh bien, à côté de ça, il y a deux branches qui se sont développées à partir du fabricant Fimbul, et c'est le Fimbul Ecos, hein, tout à l'heure on a parlé de l'Unibomba, hein, et Fimbul BIOS. Okay, donc c'est deux branches distinctes qui ensuite sont devenues indépendantes, hein, des constructeurs indépendants. Et donc BIOS, Fimbul BIOS, en tout cas le constructeur BIOS, il appartient au Jorvik. Donc ça, c'est une des factions bannies et c'est la faction des pirates. Hein. C'est la faction des racailles, des contrebandiers, des pirates. C'est les Jorvik. Et donc Fimbul BIOS est le fabricant attitré des Jorvik. Donc le Fimbul BIOS Earp, lui, qu'est-ce qu'il a comme atout, à mon sens? Eh bien, le moteur à impulsion de taille M dont on a parlé juste à l'instant. Voilà, vous le voyez hein, sur l'image, c'est un vaisseau, on le voit, compact et puissant. Et d'ailleurs, dans sa description, il est bien précisé que ça sera un très bon vaisseau pour le dogfight. C'est-à-dire ces combats voilà, de PVP, de vaisseau contre vaisseau. Ce vaisseau-là sera très performant là-dessus. Et donc, il a donc ce moteur à impulsion de taille M. Hein, et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'il a un générateur électrique de taille M également. Voilà. Et ça, c'est le seul vaisseau de taille small actuellement à avoir cette taille de composante pour ce type de composante. Et on sait que au niveau du gameplay, il va y avoir toute une gestion en fait pour gérer l'énergie du vaisseau, c'est-à-dire pour la répartition de charge, quoi. C'est-à-dire quelles sont les composantes et les modules de mon vaisseau que j'alimente. Sûrement, est-ce que j'alimente davantage l'armement ou davantage mon moteur à impulsion ou mon warp drive ou voilà. Donc, il va y avoir toute une stratégie, à mon sens, pour répartir cette énergie dont bénéficie chaque vaisseau. Et là, le fait d'avoir ce générateur électrique, je ne sais plus comment ils l'ont mis en anglais, ce générateur électrique de taille M, voilà, power supply, de taille M, ça va lui donner un avantage considérable pour justement peut-être autant pouvoir envoyer, j'allais dire, de l'énergie dans son armement que vers autre chose, quoi. Voilà, peut-être ses boucliers, je ne sais pas, ou justement sa vitesse. Donc je pense que
Ça en fait vraiment un atout. Ça tombe pas sous le sens quand on regarde comme ça. C'est pas la première chose qu'on me remarque, mais c'est vrai que quand j'ai regardé toutes ces caractéristiques en détail, je me dis tiens, c'est le seul vaisseau qui a un générateur électrique taille M. Et puis ça allait très bien justement dans la logique de la description de ce vaisseau. Ah oui, et puis, là, j'avais oublié le gros plus du URP, c'est il a 2 points d'emport pour armement, 2 points d'attache pour armement de taille M. De taille M. Donc, beaucoup plus grand que ce vaisseau qui est de taille S. Et ça, là-dessus, allons voir à nouveau le comparateur, mais il me semble que c'est le seul. De mémoire, je dis c'est le seul. Oui, c'est ça, oui, exactement. Tous les autres, ils ont différentes associations, mais c'est toujours des composantes, enfin des points d'emport pour armement qui sont de taille S ou XS sur tous les autres vaisseaux small. Hein. Et c'est le seul donc vaisseau à avoir 2 points d'emport pour armement de taille M. Donc on le voit à nouveau sur cette image, on voit c'est un pitbull quoi en fait. Hein. C'est un pitbull. Voilà. Il est vif, il est nerveux, il a de la patate quoi. Après voilà comme un pitbull, il va pas te faire un marathon. Hein. Mais au démarrage, là, sur les 100 premiers mètres, c'est un boulet de canon, quoi. Et puis, il a cette puissance, quoi, cette mâchoire. D'ailleurs, vous regardez, hein, ça ressemble vraiment à un bombardier miniature de la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Allez, on passe à la suite. Et ensuite, on a un vaisseau qui est arrivé là récemment, en tout cas quand je tourne la vidéo. Et c'est le Calico Medtech. Alors, le Calico Medtech, il est beau déjà. Il est beau. Et puis, sa qualité, c'est quoi? C'est tout simple. Hein. C'est le seul rescue de taille S. Voilà, c'est le seul rescue de taille S. Donc, si vous voulez embrasser la carrière de sauveteur, de faire du sauvetage dans l'espace, d'aller récupérer justement les membres d'équipage qui seront dans leur capsule de sauvetage, eh bien, c'est le seul vaisseau S qui le permet. Après, il faut aller taper dans le Calico Evac, qui est un vaisseau médium et dont le tarif n'est pas le même. Alors, ce que je trouve intéressant à nouveau sur ce vaisseau, dans ses avantages, au-delà de ça, de simplement cette classe, que ce soit un rescue, le seul rescue, c'est à nouveau dans la description, on peut lire qu'il a plusieurs modes de navigation offrant une grande précision de vol, même dans les conditions les plus difficiles. Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans la description. Donc à nouveau, je pense que voilà, ça va être un vaisseau très maniable, un peu comme un petit hélicoptère. Vous voyez, je vois un peu le Calico Evac comme un vaisseau plus imposant. Et à côté de ça, ce petit medtech qui va pouvoir se faufiler. Par exemple, si je vais chercher, si je vais récupérer donc des capsules de sauvetage dans un champ d'astéroïdes ou sur un gros champ de bataille où il y a plein de débris dans tous les sens, ça va être plus facile justement pour le Calico medtech de se faufiler là-dedans que le EVAC. Malgré le fait que, comme je vous disais tout à l'heure, le EVAC, il a aussi 2 propulseurs de manœuvre, maneuvering thrusters, et c'est là où ça se justifie, justement, de pouvoir se positionner de manière la plus précise possible pour récupérer ces capsules de sauvetage de la manière la plus sécurisée possible, voilà, sans les endommager. Et donc le medtech, moi je pense que c'est un vaisseau qui va bien assister le EVAC, je pense. Les deux vont pouvoir bien se combiner. Et justement, le medtech, à la différence de l'EVAC, si on regarde au niveau de ses modules, il n'a pas de module de drone. Alors que l'EVAC, lui, il a en fait des drones, des drones de sauvetage, ça va être ces capsules de sauvetage qui peuvent partir du vaisseau et venir récupérer les équipages qui ne seraient pas dans des capsules, quoi. Alors que le medtech, lui, il pourra seulement récupérer les capsules déjà larguées par le vaisseau qui s'est fait exploser, quoi, ou éventuellement récupérer ceux qui ont été envoyés par l'EVAC. C'est pour ça que je dis, ça peut être une combinaison intéressante. Mais il faut quand même noter ça, c'est que lui, il n'a pas de module de drone. Bon, on ne peut pas tout avoir à ce tarif-là, évidemment. Donc voilà. Voilà. Après, vous remarquez aussi qu'il est léger au niveau de l'armement. Si on regarde tout ce qui est plateforme missile, point d'emport pour armement, contre-mesure, c'est du XS. Mais c'est un peu normal, hein, c'est pas son rôle. Hein, c'est une petite ambulance, c'est pas un vaisseau de combat, quoi. Il est armé quand même, mais bon. Ok. Ensuite, on passe au Pierce X6. Le Pierce X6, alors là, voilà, quels sont ses grands avantages? Le premier grand avantage de ce vaisseau, à mon sens, c'est qu'il a 3 modules. C'est un vaisseau de taille S qui a 3 modules et, me semble-t-il, à nouveau, on va aller voir le comparateur,
c'est le seul qui a 3 modules, oui, c'est ça, c'est le seul qui a 3 modules. Après, on a le MiG qui en a 2, le Busan qui en a 2, le Rainbow Chi qui en a 2, mais le seul à avoir 3 modules, en tout cas 3 emplacements de modules, hein. Donc là, quand je vous disais, on pourra swapper, changer les modules, etc., ben lui, il aura 3 emplacements, donc plus d'options au niveau justement de la configuration. Donc c'est le seul petit vaisseau qui a 3 modules. Et ça, je trouve que c'est fabuleux, quoi. Enfin, c'est vraiment un atout énorme, à mon sens. Donc voilà, premier plus du Pierce X6. Il est beau aussi, hein. Enfin, enfin, c'est les goûts et les couleurs, vous allez me dire, mais je trouve qu'ils sont quasiment tous canons. Il y en a, c'est pas ma tasse de thé, mais bon. Mais ils sont quand même en majorité très très beaux. Donc voilà, il a un mess hall, mess des officiers, on l'a déjà vu. Il a des munitions supplémentaires, ammo, et puis il a une cellule Brix. Brick, ouais, on dit, je pense en anglais là. Voilà, il a une cellule, puisque c'est des vaisseaux à nouveau, comme on peut le voir, qui sont beaucoup utilisés par la COP, le Council of Peace, le Conseil de la Paix, donc la police, ou si vous voulez, les casques bleus, bref, ceux qui assurent la loi et l'ordre dans la zone de sécurité, et puis dans la zone surtout à risque modéré, puisque c'est là où on va pouvoir commencer à se distribuer un peu des baffes dans la zone à risque modéré, enfin, où tu pourras donner des baffes à quelqu'un qui ne veut pas en recevoir, en gros. Puisque dans la zone de sécurité, tu pourras seulement faire des duels. Donc tu veux qu'on se frite, bah, faut que tu sois d'accord. Voilà. Si tu es d'accord, ok, on se la donne, quoi. Mais si tu n'es pas d'accord, je peux pas t'attaquer. Dans la zone à risque modéré, là, je peux te tomber dessus, même si t'as pas envie, quoi. Ouais, tu vois. Enfin, j'y reviendrai dans une vidéo spécifique parce qu'il y a des postures de combat, il y a des choses super intéressantes à ce niveau-là. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, il a une cellule de prison et parce qu'il sert beaucoup à la COP, donc pour aller attraper les gars qui ont une prime sur leur tête. Donc c'est un vaisseau qui peut aussi servir pour les chasseurs de primes. Les personnes qui voudraient être chasseurs de primes et qui ne veulent pas investir dans le premier chasseur de primes qui est le Vesus Mbwe, qui lui était listé à la base à 1002, qui ont un budget plus petit, hein, eh bien, voilà, eh bien, ils peuvent investir dans un Pierce X6 et ils auront un vaisseau spécialisé pour aller faire du bounty hunting, c'est-à-dire chasseur de primes, parce que le rôle de chasseur de primes nécessitera de combiner différentes, j'allais dire, caractéristiques. Et l'une de ces caractéristiques, c'est d'avoir une cellule à bord. Ok. Il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte, mais en tout cas, l'une des nécessités pour pouvoir déployer un gameplay de bounty hunter, de chasseur de primes, eh bien, ça sera d'avoir une cellule, évidemment, puisque on privilégiera le fait d'aller capturer les criminels, un peu comme dans nos sociétés, quoi, hein, où quand je vais dire, même quand on va déloger quelqu'un, c'est vraiment en dernier recours que les groupes d'intervention spéciale de la police vont ouvrir le feu, quoi. Évidemment. D'abord, il y a même des négociateurs. Enfin bref, on essaye d'attraper les criminels vivants. Voilà. Évidemment, si on n'a pas le choix, comme ça s'est passé à plusieurs reprises, malheureusement, dans des histoires récentes, eh bien, évidemment, on peut les neutraliser complètement. Mais, donc voilà, il faut une cellule parce qu'on n'est pas, voilà, c'est pas le Far West, là. Le Far West, c'est la zone à haut risque. Là, il n'y a pas de COP, là, il n'y a pas de loi, là, voilà quoi, là, c'est autre chose. Ok, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, gros plus de ce vaisseau, c'est qu'il a 8 points d'emport pour armement. Ok, 8. Ce vaisseau a 8 points d'emport pour armement, je le répète, pour un vaisseau small, ok. Donc de mémoire, il a 4S et 4XS, donc c'est énorme. Et d'ailleurs, quand vous regardez attentivement ce vaisseau, vous pouvez les voir, hein, les différents points d'armement là, tout autour du vaisseau. Donc il est extrêmement bien armé pour un vaisseau de cette taille, ok. Donc c'est vraiment son gros plus. Ok, je passe au suivant. Et là, c'est un vaisseau pareil qui est arrivé récemment sur la marketplace. C'est le Busan Thrill of Life, le frisson de la vie, hein, frisson de vie. Hein, le Busan frisson de vie, ils ont de très beaux noms, les Busan, je trouve. Et donc là, c'était le premier vaisseau du fabricant Busan, hein, qui appartient à la faction Oni. Hein. C'est le fabricant de vaisseaux attitré de la faction Oni, donc le consortium extraterrestre, hein, l'une des 3 factions majeure, celle à laquelle vous devrez, enfin une de ces 3 factions que vous devrez choisir pour jouer dans Star Atlas, au début en tout cas, et de toute façon à laquelle vous serez toujours relié, hein, ça sera votre faction d'origine.
Eh bien, l'une de ces trois, c'est les ONI, hein, Consortium extraterrestre, et Busan est le fabricant officiel de cette faction. Et donc, bon, quel est son grand avantage à ce vaisseau? Qu'est-ce qui en fait un vaisseau intéressant à mon sens? Tout simplement, Busan égale vaisseau furtif, donc c'est un chasseur de combat furtif. Ok, voilà. Il n'y a pas à dire plus. Il n'y a pas beaucoup de vaisseaux furtifs sur le marché. Il y a le Vesus Opod, c'est un data runner, un vaisseau pour récolter les données. Il y a le Vesus Mbwe qu'on verra tout à l'heure, chasseur de primes. Et il y a ce chasseur de combat. Dans la classe chasseur de combat pur, c'est le seul pour l'instant à être furtif. Il y en a d'autres qui vont arriver. Mais voilà, dans cette gamme de prix-là également, c'est le seul. Alors, tac, 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 tac. Alors justement, c'est d'autant plus accentué dans la description où on se dit que peut-être que justement sa technologie furtive sera peut-être supérieure à la technologie peut-être qu'embarque un no-pod. Je ne sais pas, c'est des pures spéculations ce que je fais. Mais par exemple là, je lis dans la description, blablabla, avec une technologie furtive intégrée, être en mesure de voir ce vaisseau est une décision délibérée. Hein. On entend par là, il est visible que s'il souhaite être vu, quoi. Hein. Et justement, j'ai annoté, cette phrase traduit peut-être le fait que sa technologie furtive est d'une qualité bien supérieure à celle d'autres constructeurs. À confirmer, spéculation. Mais voilà. Bon, hein, vaisseau furtif, gros plus de ce vaisseau, seul chasseur de combat furtif, en chasseur, hein, je dis, de combat. On passe au vaisseau suivant, et là on arrive au Rainbow Chi. Hein. Donc j'ai déjà parlé dans des vaisseaux, dans des vidéos précédentes. Ouais, c'est un vaisseau super bien équilibré. Les Rainbow, ils sont quand même, ouais, ils sont quand même cheatés, je trouve. Hein, ils sont quand même cheatés. On verra en gameplay après, mais je les trouve rapport qualité-prix. Tous les Rainbow, voilà, ils cassent des briques, quoi. Et moi, c'est pas ma tasse de thé, Rainbow. J'aime pas du tout le design, mais celui-là, chaque fois que je les vois, je me dis, vas-y, tu vas finir par prendre un Rainbow quand même, le Rainbow Chi. C'est un bon vaisseau, quoi. Mais j'ai du mal à passer le cap esthétique et le style. Donc, lui, quels sont ses gros avantages, à mon sens? C'est qu'il a beaucoup de composantes de taille M pour un vaisseau S. Hein. Quand même pas mal, les gars. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Les extraterrestres, là, ils ont une. En tout cas, les Photolis, hein, qui sont un groupe vraiment particulier au sein, j'allais dire, des peuples extraterrestres. Là, ils envoient du lourd au niveau technologie. Donc, au niveau du Warp Drive, donc, ce qui permet de faire les sauts en hyperespace, taille M, moteur à impulsion, Impulse Engine, taille M, et blindage de coque, taille M. Et c'est là où, justement, dans sa description, il est bien expliqué qu'il a un espèce de blindage de coque qui est modulable, qui est fluide, bref, qui peut en plus répartir sa charge. On va lire la description tout à l'heure. Et ce qui traduit justement ce blindage de coque de qualité supérieure, quoi. Qui peut sûrement absorber les chocs avec une certaine souplesse, répartir, j'allais dire, l'onde de choc. Ouais, il est bon ce vaisseau, il est bon, faut le dire, il est super bon. Et donc la description, un chasseur de combat insaisissable, il va être agile aussi celui-là, on le sent, ça va être une savonnette, d'ailleurs il ressemble à une espèce de savonnette, hein, avec une technologie photolie de changement de forme. Donc ça veut dire que vous le voyez de toute façon sur les images là. Cette technologie révolutionnaire permet de réutiliser la charge énergétique dans un éventail d'optimisation fonctionnelle. Bon, c'est ma traduction. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu parce que c'était pas évident à interpréter là tout ce qu'il raconte. Le système de coque morphique offre, donc qui change de forme, offre une plateforme capable d'alimenter pleinement l'armement ou de déplacer instantanément la charge pour amplifier la dispersion distribuée des chocs subis par la coque. Vous avez compris, quoi. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Dites-moi en description si vous comprenez rien. Mais voilà, c'est une technologie unique. À nouveau, c'est un vaisseau épique. Comme je vous ai dit, les Rainbow, les vaisseaux Rainbow et les vaisseaux Tufa, ça va être les plus durs à crafter, ça va être les plus durs pour lesquels obtenir les blueprints, c'est-à-dire les plans, ça va être ceux avec les ressources les plus rares, donc ils vont être difficiles à crafter, ces deux fabricants, et Rainbow en fait partie. Et le Chi se positionne bien dans cette gamme de prix, il reste quand même accessible, entre guillemets, bien sûr, tout est relatif, je le sais, mais bref, hein, on n'est pas sur un Rainbow Arc qui est à 10 000 $ et des poussières, ou même le Rainbow Home, voilà, qui est à 2 000 $ plus, moins, selon l'état du marché. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ok, et puis on en arrive au vaisseau le plus cher des vaisseaux de taille S, des small, et c'est le Vesus Mbwe, voilà. Alors qui est absolument magnifique. J'adore, je trouve que c'est le vaisseau
le plus joli, voilà, tout simplement. Goût personnel, hein, il a vraiment de la classe, il est vraiment badass. Quand on te dit ça, c'est un vaisseau chasseur de primes, tu te dis ouais, ça c'est un vaisseau chasseur de primes. Je regarde mon timer là, est-ce qu'il me reste de la place sur la caméra? Ouais, alors vaisseau chasseur de primes furtif en plus. Attention, vaisseau chasseur de primes furtif, donc à nouveau ça va lui donner un niveau de plus. C'est le vaisseau chasseur de primes, en tout cas spécifique rôle chasseur de primes le plus accessible du marché, puisqu'ensuite c'est deux vaisseaux de taille M. On a le Fimbul Mamba, qui n'est pas encore là quand je tourne la vidéo, mais qui va arriver voilà, cette année. C'est sympa le Mamba, hein, ça en dit long. Hein. Vous savez bien que le Mamba noir est le serpent le plus venimeux au monde, en tout cas sur Terre. Là, je ne sais pas, dans leur souvenir de l'histoire terrestre. Bref, le Fimbul Mamba et le Calico Skip Trace. Voilà. Et ensuite, en taille L, on a le Vesus Unu, je sais pas, mais qui, bon, lui, à mon avis, ouais, il va casser des bouches, mais bon, taille L, ce qui veut dire encore autour des 10 000 $, 8 000 $, je sais pas, enfin bref, on est dans un autre univers que le mien en tout cas. Donc voilà. Là on a fait le tour de tous les vaisseaux de Small. Donc j'espère que c'était intéressant ce que je vous ai raconté. J'ai un peu speedé parce que déjà la vidéo est super longue et je voulais pas qu'elle soit trop longue. Mais en même temps je speed mais je parle beaucoup. Voilà, hein, c'est Morpheus, il passe beaucoup de temps en solitaire dans l'espace à bord de son Vesus Mbwe justement. Du coup, il parle pas à grand monde, à part à son tigou, hein, à son chat. Et du coup, quand il rencontre du monde bah, qui peut s'exprimer, bah, voilà quoi. Hein, il arrive dans le PMU cosmique et là, tu l'arrêtes pas, il parle, il raconte les brèves de comptoir. Ok, donc mes amis, j'espère que tout ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne Blabla tout ça, suivez-moi sur Twitter. N'hésitez pas à venir bavarder sur les différents Discord francophones. Tous les liens là sont sous la vidéo dans la description. Et moi je vous dis, prenez soin de vous, gardez la foi et la force dans ce projet magnifique. Et je vous dis, force et honneur.